Cette semaine, comme être humain, nous avons été mis au défi par ce qui s'est passé en Libye et au Maroc comme catastrophe. Et puis comme Français, on a eu très chaud sous la canicule et on a copieusement et à juste titre sifflé Emmanuel Macron. C'est une déclaration qui sera peut-être, et même sans doute passée inaperçue. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que l'effondrement était commencé. L'effondrement, c'est par référence à un livre sur le sujet, très abondant, qui a une dizaine d'années, qui raconte comment, dans le passé, des civilisations se sont effondrées sous les coups d'un événement climatique ou d'un dérangement de l'écosystème qu'eux-mêmes avaient provoqué. Par exemple, les Mayas déclenchant leur catastrophe en brûlant une part trop grande de la forêt dont ils se servaient pour produire du plâtre. Par exemple, des populations nordiques disséminées par des famines parce qu'elles refusaient de consommer tel ou tel aliment. Bref, et bien d'autres encore. L'effondrement est donc un mot très grave et il correspond à ce que, pour ma part, je pense aussi, de la façon avec laquelle le changement climatique, qui est dorénavant irréversible, va produire sur les sociétés humaines telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire organisées par le capitalisme, avec un faible niveau de services publics, avec un marché pour qui tout est à vendre, y compris l'économie des catastrophes, etc., etc. C'est-à-dire que la société, dans ces situations, se disloque progressivement, et c'est le phénomène d'effondrement. Là, nous sommes plongés, avec la situation au Maroc et la situation en Libye, devant deux cas qui doivent nous obliger à réfléchir plus profondément que nous l'avons fait jusqu'à présent, puisque c'est directement à nos portes. Mais commençons par dire que, globalement, les Européens, nous tous, ne sommes pas très brillants. Car quand les événements ont lieu en Asie, de nature tout à fait comparable, c'est-à-dire des inondations qui dévastent des zones immenses de peuplement humain, ou bien s'il y a des tremblements de terre, comme ce fut le cas en Turquie, mais comme ça l'a été aussi plus loin, eh bien, nous ne réagissons pas, ce sont quelques images, et puis voilà. Il aura fallu que la terre tremble au Maroc, c'est-à-dire dans un pays très voisin, dans un pays dont la population est très intimement liée à la population française, avec environ 700 000 binationaux franco-marocains, plusieurs dizaines de milliers de Français installés au Maroc, et plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de Marocains installés en France, pour que, tout d'un coup, on comprenne que les catastrophes nous touchent de près. Alors là, vous me direz, mais c'est un tremblement de terre. Si c'est un tremblement de terre, personne n'y peut rien et ça n'est pas spécialement lié au changement climatique. En effet, vous avez raison. Quoique s'il a fait si chaud pendant toutes les journées où s'est organisé le sauvetage, oui, ça a à voir avec la canicule. Et si il a à ce point manqué d'eau dans toute cette zone, oui, ça a à voir avec la sécheresse qui frappe le pays. Mais laissons cela de côté. Qu'est-ce que cela appelle comme réflexion? D'abord, le fait que l'entraide est la première vertu des situations de catastrophe. L'entraide se construit, l'entraide se cultive par des mœurs, par une culture, par des mots d'ordre, par des lectures, par des habitudes de vie, par un rapport à la société qui n'est pas celui auquel, jusqu'à présent, les gens sont préparés par l'égoïsme social, l'admiration pour les parasites multimilliardaires du monde, et les fortunes accumulées à toute vitesse, nonobstant l'extrême pauvreté qu'elles répandent autour d'elles. Si bien que cette entraide, nous devons comprendre à quel point il nous reste à en produire par notre façon d'agir, notre façon de penser, la morale que nous mettons en action. Je dis bien la morale, c'est-à-dire ce qui a à voir avec la discrimination du bien et du mal. Le mal, c'est l'égoïsme social, c'est l'indifférence aux autres. Le bien, c'est la volonté d'intervenir pour aider, pour secourir, pour vivre ensemble, car naturellement, et fort heureusement, la vie n'est pas faite que de situations extrêmes et de dangers. Elle est aussi faite de ces milliers de petits bonheurs qui, mis en partage, accélèrent, augmentent, approfondissent la culture de l'entraide. Voilà ce que nous avons appris du Maroc, et plus précisément des Marocains. Parce que ce qui est frappant, c'est que dans un pays qui, comme le nôtre, connaît des conflits sociaux extrêmement rudes, connaît des situations politiques de tension, connaît des clivages liés non pas à la religion, mais aux ethnies, aux cultures, qui dans d'autres pays provoquent des divisions terrifiantes entre les populations. Au Maroc, tout cela a été surmonté par un instinct immédiat de toute la population
de courir à la rescousse et de donner le coup de main. Les uns en faisant des files interminables pour donner leur sang, les autres en allant, parfois en ayant rempli la camionnette ou la voiture, à toute vitesse, apporter des vêtements, des couvertures, des installations, pour aller, fût-ce à la main, aider à déblayer les décombres. Voilà la leçon que nous recevons du peuple marocain, qui, à cet instant, a tout reporté pour aller immédiatement aider la part du peuple qui était en souffrance. Cela m'a rappelé comment, dans mon enfance, j'avais vu les Marocains, et nous autres, les Français, qui vivions au Maroc, se mobiliser instantanément pour aller courir à l'aide de la population d'Agadir, victime d'un tremblement de terre qui avait rasé la ville. Voilà donc les deux leçons essentielles que je veux retenir de la situation marocaine. La nécessité de l'entraide et l'exemple que nous devons tirer de ce qu'ont fait les Marocains. La troisième chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que le Maroc est une nation souveraine, qu'elle a, par le niveau d'éducation qui a augmenté, par le nombre de ses techniciens et de ses spécialistes, la capacité de gérer les crises, et qu'il faut définitivement ranger au magasin des vieilleries l'arrogance qui consiste à penser que nous devons, nous, par-dessus tout, être présents avant tout le monde, parce que sans nous, il n'y aurait pas de secours possible. Ce n'est pas vrai. Tout au contraire, nous devons dénoncer l'arrogance de ceux qui se comportent de cette façon. Pourquoi? Parce que le tremblement de terre a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. La journée du samedi a été consacrée pour les uns à aller au premier secours et pour les autres, comme c'est leur devoir technique et politique, à faire le point pour savoir de quoi le Maroc avait besoin pour faire face à cette situation qu'aucun État ne peut par lui-même et avec ses seuls moyens affronter. Bien sûr que des catastrophes de cette ampleur nécessitent qu'il y ait de l'entraide entre les nations. Mais ça ne peut pas être la cohue. Chacun arrive et puis il pose ses tentes, installe ses camions, et ainsi de suite. On a vu ce qu'a donné la visite présidentielle d'Emmanuel Macron lorsqu'il y a eu la catastrophe dans les Alpes de Haute-Provence, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Une cohue indescriptible, une pagaille incroyable, parce qu'il fallait que passent les convois officiels, les hélicoptères officiels et le reste. C'est donc avec sagesse que le Maroc a d'abord commencé par évaluer et demander comment faire évoluer la situation. C'est-à-dire, se sont adressés à tel pays en fonction de l'offre que faisaient ces pays. Et pas juste de dire c'est nous qui venons et on va tout régler parce que ce n'est pas vrai. Ils ont donc agi avec sagesse. Mais ça ne suffira pas, car bien sûr, le désastre est tellement immense que le Maroc va buter sur des difficultés. Mais qui ne buterait pas sur des difficultés, je vous prie? La réflexion sur le Maroc, maintenant, doit faire penser à ce qui s'est passé juste à côté. Parce que, en Libye, enfin je dis juste à côté, dans le Maghreb, un peu sur le côté du petit bassin méditerranéen qui nous concerne et nous implique directement. Et là, on voit que dans une indifférence assez générale, il y a eu une immense tempête qui est un de ces événements dont nous ne cessons, nous, à la France insoumise, de dire qu'ils vont se multiplier et se répéter dans tout le bassin méditerranéen. Il faut comprendre que la Méditerranée est une mer quasi fermée. Elle est ouverte sur l'océan mondial, c'est-à-dire sur l'Atlantique, par le seul détroit de Gibraltar, qui représente 13 km d'ouverture. C'est fort peu. Il faut 100 ans pour que l'ensemble de l'eau de la mer Méditerranée et de la mer Noire, qui est au bout, se renouvelle. Vous comprenez tous, dans ces conditions, qu'on parle d'une mer quasi fermée. Et elle est à ce point quasi fermée qu'elle s'évapore plus vite que le reste de l'océan mondial et des autres mers du monde. Comme elle s'évapore plus vite, cela veut dire qu'une quantité d'eau supplémentaire est en suspension et que pour quelques degrés de plus, on accumule des quantités considérables d'eau qui sont en suspension et qui finissent par tomber. Quand cette eau tombe, elle arrive en vrac, d'un tas, d'un seul coup, comme ça a été le cas en Grèce, où est tombé en une journée l'équivalent de 3 ans de pluie, et comme ça vient de tomber sur la Libye. Naturellement, quand cette eau tombe, elle tombe sur une nature qui n'est pas du tout préparée à absorber de telles quantités d'eau. Car l'absorption de l'eau par la Terre n'est pas un mécanisme aussi simple qu'on pourrait le croire. Deuxièmement, parce que des quantités considérables sont imperméabilisées. Ainsi, dans une ville, la quasi-totalité du sol est imperméabilisée. Si bien qu'il suffit qu'une grande quantité d'eau dévale une pente et qu'elle rencontre l'eau qui dévale déjà dans la ville elle-même, pour que des pans entiers, des quartiers entiers soient emportés et nettoyés et arasés jusqu'à avoir disparu. C'est ce qui s'est passé en Libye. Là encore, il y a des leçons à tirer. Et c'est des deux cas ce que je veux dire maintenant. Premièrement, l'entraide. Et en ce qui concerne les pays, c'est d'abord la mise en commun de la culture, de l'apprentissage de ce que nous savons sur de telles situations. Cela veut dire que les informations satellitaires,
les informations qui viennent par les capteurs de toutes sortes dont on dispose sur la surface de la Terre, doivent pouvoir être rassemblées en permanence pour pouvoir être communiqués comme signes avant-coureurs. Clairement, pour une tempête, les signes avant-coureurs ne sont pas si difficiles que ça à apercevoir à temps. Et dès lors, il faut avoir, aussitôt qu'on les aperçoit, le dispositif technique qui permet d'y faire face pour y répondre ou de se préparer à l'avalanche qui va se présenter. Ça, c'est pas si compliqué, ça nécessite de la coordination, ça nécessite de la mise en commun de ce que l'on apprend. En ce qui concerne les tremblements de terre, naturellement, c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Pour la raison que les cycles de mouvement des plaques tectoniques, qui constituent en quelque sorte le premier sous-sol de la Terre, eh bien, ce sont des mouvements qui s'opèrent sur des dizaines d'années, des siècles et parfois des millénaires. Mais pour autant, nous ne sommes pas sans moyens de prévision. Mais pour autant, nous ne sommes pas sans capacité de capter des signes avant-coureurs, depuis les choses aussi simples que le comportement des animaux, qui est perçu dans tous les pays qui se sont trouvés dans une telle situation, comme des signes avant-coureurs. Mais il y en a tant d'autres. Les premiers mouvements des plaques tectoniques, car l'une pousse l'autre, suivant un mécanisme que tout le monde comprend, et qui va concentrer sur certaines arêtes le rebond de l'onde sismique qui se déploie. Par exemple, là c'est le cas pour le Maroc, la barrière de l'Atlas, la montagne qui est là tout le long, cette colonne vertébrale dont le mythe dit que c'est par le résultat d'une action mythologique qu'il est apparu là, eh bien les ondes sismiques se brisent ou rebondissent sur cette barrière naturelle. Par conséquent, là encore, l'entraide, la mise en commun des savoirs est une des conditions essentielles pour prévoir la suite des événements. Nous avons impérativement besoin de cela. Il se trouve que dans un passé récent, il y avait d'abord eu une union de la Méditerranée qui concernait 5 pays méditerranéens du petit bassin, en incluant la Mauritanie côté Afrique. Il y avait la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et de l'autre côté, il y avait l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et ensuite la Grèce. Ces pays avaient en quelque sorte une union pour la Méditerranée. Et puis, le président Sarkozy a pensé à faire une union pour la Méditerranée, mais il l'avait englobée dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est plus compliqué, parce que si vous prenez au-delà du petit bassin méditerranéen, vous englobez Chypre, où il y a toutes sortes de conflits entre Grecs et Turcs, et évidemment la zone Israël-Palestine, qui, elle aussi, est sujette à de nombreuses tensions, qui fait que pour décider de quoi que ce soit, évidemment, ça prend un temps fou. On comprend tout ça, si bien que je pense, et j'ai toujours pensé pour ma part, qu'il fallait d'abord commencer par mettre au point des dispositifs pour le petit bassin méditerranéen, et que s'ils sont efficaces, alors les autres en voudront, et que ce sera plus facile à faire passer, y compris dans les zones de guerre ou les zones de tensions politiques extrêmes et armées. Bon, cette idée a été quasiment rendue nulle, la proposition du président Sarkozy, par le gouvernement de l'Allemagne, qui a aussitôt fait des représentations et exigé des Français qu'ils acceptent qu'on étende cette union de la Méditerranée à toute la Méditerranée et puis qu'on abaisse le niveau d'entraide. Tant et si bien que ça n'a pas donné du tout les résultats que l'on pouvait espérer. Maintenant, il faut passer à cette forme d'entraide. Et par exemple, nous devrions avoir des unités de sécurité civile communes à tout le bassin méditerranéen qui interviendraient aussitôt qu'il y a un besoin et appel à la rescousse. Je ne dis pas que ça ne se fasse pas aujourd'hui d'État à État, mais en mettant sur pied de telles forces, nous aurions une plus grande capacité d'intervention, ainsi que des observatoires de vigilance qui nous seraient communs. Aucun pays ne peut tout seul faire face, par exemple, à des incendies qui ravage des quantités considérables de son territoire, comme ce fut le cas en Grèce. Imaginez-vous que dans l'île de Rhodes, c'est 15% du territoire qui a été incendié. Et nous-mêmes, Français, nous n'avons pas à faire les vaillants et les malins, parce qu'on voit bien que quand ces incendies éclatent, nous aussi, on a besoin d'aide. Bref, voilà pourquoi Mathilde Panot m'a dit que le groupe parlementaire insoumis allait faire une proposition de résolution devant l'Assemblée nationale pour qu'on passe à la formation d'une telle entraide, que cela convienne ou non à nos très chers amis de toute l'Europe du Nord, qui bien sûr sont les bienvenus pour donner un coup de main et non pour limiter les effets de la coopération et de la solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire comme première leçon de ce que j'ai observé et que vous avez observé comme moi, et sans doute peut-être avez-vous eu les mêmes idées que moi à ce moment-là, surtout si vous appartenez à cette culture méditerranéenne qui est notre bien le plus cher, si vous êtes d'une manière ou d'une autre des riverains, ou d'anciens riverains de la Méditerranée. Je vous rappelle encore une fois, et pour conclure ce moment, que nous sommes des millions binationaux, nous sommes des millions à nous respecter et à nous aimer et avoir en commun des familles des deux côtés de la Méditerranée. Je viens maintenant à ce que vous avez fait dans ce stade
où l'on a commencé par diffuser en ouverture de la Coupe du Monde de rugby une introduction ridicule présentant la France telle qu'elle était en 1950 et encore sous son aspect le plus caricatural. Je déplore une telle présentation de notre patrie à l'échelle du monde. Non, la France, ce n'est pas cette image passéiste et rance que d'une certaine manière on a donné à voir au reste du monde. Mais le plus important est que par milliers, aussi bien dans le stade que dans la fan zone, eh bien tout le monde a sifflé. Et voyez-vous, personne ne peut a priori se dire très content qu'on siffle le président de la République française au moment où il y a une émission mondiale. Mais dans le contexte particulier, connu du monde entier, alors oui, c'est une bonne chose, parce que d'une part, nous avons montré comment un peuple rebelle, un peuple fier de lui, est capable de tenir tête, même quand il a perdu une confrontation sociale, avec un monarque quasi absolu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans que le Parlement même ne puisse donner son avis sur une loi qu'il impose de force. Voilà la leçon de dignité que les Français ont donnée, car le monde entier savait ce qui s'est passé pendant tous ces mois, tout ce qui s'est passé depuis le début de la réforme des retraites. Et je peux dire maintenant, deuxième aspect, que nous avons sifflé par procuration. Car il y a des tas de pays où on ne peut pas siffler son tyran local. Il y a des tas de pays où il est absolument impossible d'imaginer des comportements rebelles de cette nature. Eh bien, je vais vous dire, c'est une bonne chose, malgré tout, que, en quelque sorte, la France qui se serre la ceinture, la France qui a faim, car la France a faim, la France qui a soif, car la France a soif, et notamment, je pense à cet instant, à nos compatriotes de Mayotte qui n'ont de l'eau qu'un jour sur 3, vous entendez, un jour sur 3, et nous sommes en France, nous avons donc une population qui n'a accès à l'eau qu'un jour sur 3. Eh bien, cette France qui a faim, cette France qui a soif, cette France qui se serre la ceinture, cette France où des pères et des mères de famille ne mangent pas comme ils devraient manger pour que leurs enfants puissent manger, et ainsi de suite. Cette France où tout va de travers, où les trains ne partent ni n'arrivent à l'heure, où les avions ne partent ni n'arrivent à l'heure, où l'hôpital ne marche plus, où l'école ne va pas, et où l'on distrait par des querelles aussi stupides que celles que nous avons pu voir mener à propos de l'abaya, dont la plupart de nos compatriotes ignorent de quoi il s'agit, si c'est une robe, un voile ou je ne sais quoi, et qui termine dans le ridicule le plus absolu, puisque, au total, à cette rentrée, il y a eu 297 cas litigieux, c'est-à-dire 0,05% du total des élèves concernés. Et si vous n'avez pas intérêt à vous préoccuper, s'il s'agit de santé et s'il s'agit de santé mentale, d'autres sujets que ceux sur lesquels vous vous concentrez pour créer de la zizanie, du désordre, de la discrimination, de la haine. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sans être plus long. Je suis heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, chaque rentrée scolaire, et ça sera comme ça pour chacun et tout le temps, chaque rentrée scolaire est comme une nouvelle année. Et bien, puisque nous commençons une nouvelle année, il faut la commencer dans l'esprit qui est le nôtre, vous qui me regardez, moi qui vous parle, nous tous, amis, camarades, la commencer dans le combat. Nous n'avons pas oublié qu'il y a à peine 2 mois, Naël a été assassiné. Et c'est la raison pour laquelle nous manifesterons le 23 septembre contre les violences policières et contre le racisme systémique, ainsi que le dit le tract d'appel qui sévit dans la police. J'ajoute que bien sûr, nous manifesterons, nous marcherons pour toutes les justices. Non seulement la justice qui permet de réparer le tort qui est fait aux morts et à leurs familles, mais aussi la justice sociale, parce que c'est d'elle dont il est question avant tout, car c'est d'elle que dépend, pour finir, ainsi que de la justice tout court, notre propre dignité de citoyen. À bientôt.